Un autre élément très important qui va déterminer le vote de demain, c'est ce qu'on appelle la prise de décision de dernière minute des hésitants. Et d'après tous les sondages qui ont été faits et les données qu'on a en notre possession, ça concerne au moins 10 mandats. Nous allons retrouver, comme chaque lundi, Richard Darmon pour faire un peu tour d'horizon de la campagne électorale, plus exactement de cette fin de campagne électorale, de cette veille d'élection en Israël. Richard Darmon, bonjour. Bonjour et shalom. Alors Richard, on va essayer de voir un peu cette situation, cette veille d'élection israélienne après donc cette campagne qui aura duré, il faut bien le dire, très peu de temps en Israël. Et la première question que j'ai envie de vous poser, Richard, quels sont les facteurs essentiels qui vont déterminer l'issue du scrutin de ce mardi, de demain? Eh bien, pour la seconde fois dans l'histoire d'Israël, vous m'entendez là? On vous entend très bien, Richard. Ah, d'accord. Pour la seconde fois dans l'histoire d'Israël, les facteurs déterminants ne seront pas simplement je dirais les résultats obtenus par les listes qui passeront le seuil d'éligibilité de 3,25%, mais aussi deux facteurs principaux, le taux de participation et justement le nombre de partis qui sont, comme je le dis, sur la sellette, c'est-à-dire qui flirtent autour ou au-dessus ou en deçà du seuil d'éligibilité, qui sont en fait 3 à 4 partis. Et donc, ce qui va se jouer, c'est pas tant en positif les scores qui seront obtenus, comme je viens de le dire, par les listes qui passeront le taux d'éligibilité, mais par par les listes qui ne passeront pas ce taux. Oui, on avait connu un précédent de ce genre aux élections de 1992, aux législatives, quand à l'époque le seuil d'éligibilité n'était que de 1,25%, quand la victoire du Parti travailliste d'Yitzhak Rabin, qui remporta alors 44 sièges, alors que Meretz arrachait 10 sièges, tout simplement parce que en plus de 65 000 voix, ce qui est très peu, s'était porté sur une série de groupuscules de droite, et ça avait fait perdre de nombreux sièges au Likoud. Et donc, si vous voulez, il y a eu un précédent déjà. Mais là, ce qui risque de se passer demain est beaucoup plus fort, puisque comme je le disais, il y a 4 partis qui sont encore sur la sellette pour passer le seuil d'éligibilité, en l'occurrence Meretz, parti d'extrême gauche, le parti bleu et blanc de Benny Gantz, la liste arabe dissidente Ra'am, et aussi éventuellement le parti sioniste de Maastricht, voire le parti travailliste qui est crédité de 6 mandats aujourd'hui, mais qui, il y a 15 jours, était sur la sellette aussi au niveau du seuil d'éligibilité. Or, cet ensemble d'incertitudes fait que donc ce qui va se jouer, ça va être, si vous voulez, sur le fait ou non que ces partis vont recevoir ou non des députés. Mais il y a aussi un autre élément, je disais, c'est le taux de participation. Oui. Parce que si les Israéliens sortent en masse, et chacun des leaders des partis répète, notamment Yair Lapid ces derniers jours, qu'il y a 1 million d'Israéliens qui n'ont pas voté lors des dernières élections. Si ne serait-ce qu'un quart de ces abstentionnistes potentiels votent demain, eh bien, ça pourra faire pencher la balance dans un sens ou dans un autre. Et ça, c'est, si vous voulez, je dirais, le facteur par absence ou par défaut. Mais il y a un autre élément très important qui va déterminer le vote de demain, c'est ce qu'on appelle la prise de décision de dernière minute des hésitants. Et d'après tous les sondages qui ont été faits et les données qu'on a en notre possession, ça concerne au moins 10 mandats, c'est-à-dire que ceux qui hésitent, qui sont en principe... Qui n'ont pas encore décidé pour qui ils vont voter. Voilà, et qui le feront au dernier moment. Mais chose intéressante, lors du week-end, juste avant le week-end, le Likoud a initié un sondage pour savoir, en ce qui concerne ses adversaires, les principaux partis, quelle était la proportion pour chaque parti des hésitants et de ceux, au contraire, qui étaient déjà décidés. Or, il s'avère, alors est-ce que les chiffres sont gonflés, ça, on ne sait rien, mais il s'avère que d'après les résultats de cette donnée, c'est une sorte de donnée interne,
qui a été publié. 80% de l'électorat du Likoud sait déjà qu'il votera Likoud, c'est-à-dire que le Likoud peut compter sur au moins 80% de son potentiel, ce qui n'est pas le cas au même niveau de Lapid. On parle de 60-65%. De ceux qui veulent, qui envisagent de voter Lapid et qui de toute manière voteront quoi qu'il arrive. Et par contre, pour les deux partis qui sont susceptibles de faire alliance, enfin en tout cas avec Lapid, le parti Yamina de Bennett, lui, seulement 55% de ses voteurs, de ses électeurs potentiels sont coûte que coûte décidés à voter pour lui. Et chez Gideon Sa'ar, le pourcentage tombe à 37,5%. Donc vous voyez, on est dans des taux extrêmement faibles d'une certaine manière, à 24 heures du scrutin, beaucoup d'hésitants, beaucoup ou moins d'électeurs qui se déplaceront aux urnes. C'est ça qui va en fait faire la différence, puisque il y a 10 mandats sur les hésitants. Donc en d'autres termes, Richard, tout est encore possible, hein? Oui, tout est encore possible. C'est d'après plusieurs éditorialistes et d'après la mémoire que nous avons des consultations précédentes, c'est une des élections les plus ouvertes et les plus incertaines qu'ait connue Israël. Quatrième scrutin en 2 ans, il faut quand même le faire. Bon, alors on va parler aussi d'un autre sujet qui concerne justement cette campagne, qu'il faut dire, une campagne qui a moyennement passionné les Israéliens, il faut bien le dire, et avec, si c'est dans certains pays comme les États-Unis, même comme la France, on va dire une tradition des débats télévisés qui sont organisés entre les différents candidats au poste de président ou au poste de Premier ministre. En Israël, par contre, je crois que la dernière fois qu'on a eu un débat télévisé entre 2 candidats au poste de Premier ministre, ça remonte à plus de 20 ans. Vous allez peut-être me le confirmer, Richard. Et cette fois-ci, Benjamin Netanyahou a encore une fois refusé tout débat télévisé avec ses adversaires, notamment Lapid. Alors, est-ce qu'il y a une explication à cela ? Écoutez, voilà longtemps que Netanyahou, lors des diverses campagnes qui ont amené à la formation de ces 15 années, 3 ans, à partir de 96 jusqu'à 99, et puis ensuite jusqu'à maintenant encore 12 ans, c'est 15 années de formation de gouvernement, avec les 5 ou 6 scrutins, ou même plus, la dizaine de scrutins qui ont mené. Le Premier ministre, ou celui qui a été pressenti comme devant occuper ce poste, a refusé la plupart du temps, et de manière, pas la plupart du temps, constamment, de se produire à la télévision avec son principal adversaire ou le parti concurrent. Alors, on peut trouver plusieurs explications. Il y a d'abord, on va commencer par la plus contingente, celle qu'il a donnée il y a quelques jours. Dans un premier temps, il a suscité Lapid en lui disant que s'il déclarait qu'il était candidat au poste de Premier ministre, eh bien, il voudrait le rencontrer. Il était prêt à le rencontrer en quelques heures. Une manière de le débusquer et je dirais de faire un calcul politique, voulant montrer aux électeurs que Lapid essayait de construire une alliance avec Bennett et Gideon Sa'ar, et qu'il était prêt à s'effacer. Donc, en fait, il s'est servi de ce sujet du débat télévisé pour mettre à jour l'ambiguïté ou disons l'attentisme calculateur, lui aussi, de Lapid, et c'était assez habile de sa part. D'ailleurs, il a dit la chose suivante, il s'est adressé à Lapid, si vous déclarez que vous êtes candidat au poste de Premier ministre, on se rencontre dans la demi-journée, mais à l'inverse, si c'est pas le cas, si vous maintenez votre ambiguïté, moi je ne vais pas, je cite ses propres propos d'il y a 48 heures, je ne vais pas moi me mettre à débattre avec quelqu'un qui est candidat à la présidence d'une commission de la Knesset, et donc il y a là une espèce de je dirais, de mépris lié à la fonction, à l'exercice prolongé de sa fonction, où finalement Netanyahou, de manière un peu gaulienne, bien que
ça n'a rien à voir dans le système israélien, mais en tout cas se met au-dessus des partis et considère que sa fonction est tellement haute et digne qu'il n'a pas à discuter avec un parlementaire de second ordre. Par contre, si ce parlementaire se déclarait candidat au poste de Premier ministre, eh ben oui, il aimerait bien le rencontrer. Tout ça, ce sont des arguties, car je crois qu'il faut chercher plus loin les causes de ce souverain mépris, comme on pourrait dire, des débats télévisés. D'abord, Netanyahou se méfie des médias. Il a été, dès le début de sa carrière, on peut comprendre aussi, il a été, lorsqu'il était ne serait-ce que représentant d'Israël à l'ONU, délégué d'Israël à l'ONU, il a été tout de suite vilipendé et pris de rang cible par les médias. Et les choses se sont évidemment accentuées au fur et à mesure des années et de ses victoires. Il a été, je dirais, satanisé, ostracisé par les médias, et il n'a pas envie de se faire piéger par un meneur de jeu qui pourrait lui sortir des lapins blancs pendant le débat lui-même. Ça, c'est une cause, je dirais, assez marginale. L'autre cause, c'est celle que j'évoquais à l'instant, c'est que Netanyahou, avec les années, a une sorte de dignité, se part d'une dignité de l'exercice du pouvoir, qui fait qu'il ne voit pas, ne se met pas sur un pied d'égalité avec ses opposants, et donc l'un dans l'autre, tous ces facteurs font que le Premier ministre a plus à gagner, selon d'ailleurs ses conseillers et ses orientateurs de campagne, a plus intérêt à se taire qu'à participer à des débats qui pourraient le piéger. Alors, à vrai dire, c'est un peu surprenant parce que, comme vous le disiez, je crois que le dernier débat de ce genre avait eu lieu en 96, lors de la campagne, d'ailleurs, qui s'est faite sur un autre mode de scrutin. C'était la seule fois que ça s'est fait. Élection d'un côté du Premier ministre en tant que Premier ministre, et par ailleurs des députés de la Knesset. C'était en 96, le débat entre Shimon Peres et Binyamin Netanyahou, et où Netanyahou avait enfoncé quelques portes d'ailleurs, et c'était évidemment un très bon orateur. D'ailleurs, c'est un paradoxe parce que on a du mal à comprendre, parce qu'en général, Binyamin Netanyahou est assez à l'aise devant les caméras et dans un studio de télévision, et on a du mal à comprendre pourquoi il refuse systématiquement de faire ces débats. Ouais, comme on disait, je crois qu'il y a des raisons en amont, c'est-à-dire qu'il se méfie des médias. Et des raisons en aval, c'est que il s'entoure d'une auréole de supériorité lorsqu'il participe pas à des débats. Bon, à vrai dire, il semblerait que cette absence de l'Arlésienne Netanyahou ne lui a pas trop causé de détriment, puisqu'il s'est pas mal sorti ces dernières années de tous ces scrutins. Voilà, alors donc on n'aura pas eu de débat donc cette année aussi pour ces élections, pour cette 24e Knesset. On va terminer avec une dernière question. On en a déjà parlé, Richard, et c'est un peu la conclusion de ces différentes campagnes électorales depuis déjà quelques années, c'est la nécessité absolue d'une réforme du système électoral israélien. Oui, je crois que c'est de nos chroniques, c'est la troisième fois que j'interviens sur ce registre, parce qu'il me semble que, quel que soit le résultat de demain soir, et il est fort loin d'être clair et acquis qu'on va pouvoir former un gouvernement stable, puisque d'après les derniers sondages de ce week-end et de ce début de semaine, le bloc des anti-Netanyahou compte à ce jour 49 mandats, et le bloc pro-Netanyahou, on compte aussi 49. Donc, vous voyez que même si certains passeront le seuil ou ne passeront pas le seuil d'éligibilité, le fait est que le problème essentiel de la formation d'un gouvernement stable qui puisse gouverner le pays, c'est pas forcément encore acquis, c'est le moins qu'on puisse dire, et qu'on risque d'aller vers même un 5e tour de scrutin, on en parle déjà. Et en fait, je le disais l'autre jour, mais je tiens à le rappeler en conclusion, c'est que ne serait-ce que, il y a deux chiffres qui en disent long sur cette instabilité cette inadéquation du système électoral israélien. C'est que on va en fait élire donc la 24e Knesset, mais ce sera pour former le 36e gouvernement d'Israël. 36 gouvernements
en 73 ans, vous faites une division, ça veut dire que un gouvernement en moyenne dépasse rarement les 2 années, c'est une moyenne, parce que certains ont dépassé les 2 ans. Mais dans un pays qui a tant de défis, qui est encore en situation sécuritaire problématique et menacé par ses voisins, un changement de gouvernement tous les 2 ans en moyenne, c'est une véritable catastrophe. Et puis, l'autre chiffre... Ça sera le dernier point, Richard. Pardon ? Ça sera le dernier point, Richard. D'accord. C'est que finalement, on s'aperçoit que les partis et les députés dans ce système de scrutin proportionnel intégral sont déconnectés du pays réel. Et en plus, ça entraîne la sectorialisation qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que les petits partis mènent la danse, pas seulement à la veille de chaque élection pour faire pencher la majorité de tel ou tel côté, mais surtout chaque année pour le vote du budget, puisque chaque année, le gouvernement, la coalition maigre, qui est en passe d'être renversée, combat pour sa survie. D'ailleurs, dernière phrase, vous voyez comme moi ces derniers jours que les leaders, que ce soit Netanyahou ou Lapid, parlent de le combat pour 61 députés. Aujourd'hui, on réunit pas des majorités de 70 ou 80, non, on se bat pour 61, la moitié plus 1 pour pouvoir tenir. Et donc, ça montre dans quelle impasse on est arrivé. Il est temps de changer ce système électoral. Voilà, on terminera par cette conclusion. On parlera bien entendu, on se retrouvera pour commenter ces élections au cours donc des différents rendez-vous que nous avons sur Studio Qualita. Et puis nous parlerons bien sûr à partir de la semaine prochaine des pourparlers qui vont commencer. Là aussi, c'est quelque chose de très intéressant, je suppose. Et on aura aussi beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup, Richard Darmon, d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Qualita.